On a le privilège de présenter le professeur Philippe Sansonetti. Il vient dans le cadre des conférences du Collège de France en Tunisie et dans le cadre aussi de la collaboration, de la relation que nous avons avec l'Institut français de Tunisie qui a mis en place ce cycle de conférences en Tunisie. Et aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Philippe Sansonetti. Alors, quelques mots. Donc, Philippe Sansonetti est docteur en médecine à l'Université Paris 6. Il a fait médecine interne, ancien interne de Paris, chef de clinique, chef de labo à l'Institut Pasteur de Paris, professeur classe exceptionnelle depuis 2000 maintenant, et professeur au Collège de France depuis 2008. Alors, Philippe s'est intéressé très vite, son intérêt s'est porté sur l'application de la génétique et de la biologie moléculaire à l'étude du pouvoir pathogène des bactéries, ce qu'on appelle plus communément la virulence. Donc c'est l'un des pionniers dès la fin des années 70-80 dans l'analyse génétique et moléculaire des bactéries pathogènes, et je pense l'un des premiers à disséquer les bases génétiques du pouvoir invasif d'une bactérie. Il travaille beaucoup notamment sur Shigella. Alors, il a fait beaucoup de choses dans sa carrière, et puis aujourd'hui, donc, il va nous parler du microbiote, mais avant ça, je voudrais quand même dire quelques mots par rapport aux fonctions et distinctions de Philippe Sansonetti. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, en microbiologie, française, américaine, européenne, l'American Association for Advancement of Science. Il est membre de l'Académie américaine de microbiologie, membre de l'Académie européenne, de l'Académie de médecine française nationale, de l'Académie germanique, de l'OCOLIMBA, National Academy of Science aux États-Unis. Il a eu plusieurs prix depuis le départ, je dirais depuis sa jeunesse, en 1983, prix d'excellence Jacques Monod, jusqu'à l'un des plus prestigieux prix en France, c'est le Grand Prix de l'INSERM en 2012, et je passe sur des tas d'autres prix. Donc vraiment c'est un privilège et un honneur de recevoir Philippe Sansonetti qui va nous parler. Alors aujourd'hui c'est sur le microbiote, la microbiote intestinale après la métagénomique, l'expérience somique. Et demain il y a, pour ceux qui n'ont pas eu peut-être l'information, une conférence à la fac de médecine de Tunis qui est plus, on va dire grand public. Celle-ci elle est plus spécialisée. Et demain c'est des microbiotes et des hommes, une symbiose presque parfaite. Et après-demain, donc demain ce sera à 15h à la fac de médecine de Tunis, et après-demain à la faculté de médecine de Monastir, donc le jeudi 11, c'est pathogénie de Shigella. Là aussi c'est spécialisé, et le titre c'est le yin et le yang de l'immunité innée. Donc Philippe, encore merci, et à vous la parole. Très impressionné de voir autant de monde pour cette conférence, j'espère que vous ne serez pas déçus. C'est un vrai plaisir d'être ici à l'Institut Pasteur de Tunis. Charles Nicolle est un de mes héros scientifiques et nous impose, donc je suis vraiment ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire par rapport à ce qui a été dit sur le travail qu'on a fait dans notre laboratoire depuis pas mal d'années maintenant à l'Institut Pasteur à Paris, sur on va dire la dissection moléculaire du pouvoir pathogène d'une bactérie en prenant Shigella comme exemple, comme modèle, qui consistait au fond à étudier le dialogue moléculaire qui peut s'établir entre un pathogène et des cellules d'un autre, ou des tissus ou des organes de l'autre, débouchant sur au fond, la compréhension d'un processus global d'infection et éventuellement sur des développements à la fois thérapeutiques et vaccinaux. Ce que je vais essayer de faire, c'est qu'au fond, à partir de cette science qui s'est construite, comme ça a été dit, à partir de la fin des années 70, qui a constitué finalement la fusion de plusieurs disciplines, c'est devenu très multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a commencé avec la génétique bactérienne, puis il a fallu tester des mutants sur des cellules, donc on a introduit la biologie cellulaire, et puis il a bien fallu faire du sens de tout ça au sein des tissus, au sein des organes, donc on a introduit l'immunologie, on a introduit la médecine expérimentale. C'est une science qui est devenue assez intéressante et que les étudiants aiment bien d'ailleurs généralement parce qu'il y a beaucoup d'imagerie, il y a beaucoup de choses un peu dynamiques dans tout ça qui attirent l'attention. C'est ce qu'on a appelé à l'usage de la microbiologie cellulaire.
Donc cette microbiologie cellulaire, elle s'est faite, au fond, sur la base de l'étude de l'interaction pathogène-hôte. Et comme vous le savez sans doute, ces dernières années, il y a eu un net regain d'intérêt pour, finalement, parmi les microbes, ceux qui ne sont pas pathogènes, mais ceux qui font notre vie quotidienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le microbiote. Et au fond, l'intérêt de mon laboratoire a été d'introduire cette dimension du microbiote, à la fois pour savoir comment fonctionne cette intégration du pathogène, du microbiote de l'hôte, mais aussi essayer de comprendre les bases, au fond, moléculaires et cellulaires de la symbiose. C'est-à-dire, après avoir essayé de comprendre comment un pathogène peut engager une cellule, se lier à une cellule, y adhérer, envahir la cellule, se promener dans son cytoplasme, survivre dans une vacuole, tuer éventuellement cette cellule, le défi maintenant, le challenge, c'est d'essayer de comprendre le mécanisme de symbiose, c'est-à-dire au fond cette interaction vertueuse entre le microbe et l'autre, ce qu'on appelle aussi le mutualisme, et là aussi d'essayer de l'amener à un niveau moléculaire et cellulaire de façon à comprendre au fond comment fonctionnent les bons microbes en référence à la façon dont fonctionnent les mauvais microbes. Alors je vais commencer cette présentation par un quiz. Seuls les jeunes sont autorisés à répondre. Est-ce que vous savez à quoi correspond cet objet? Il y en a au moins qui ont le courage de dire non. Voilà, j'ai entendu le mot quelque part, je ne sais pas par qui. Donc c'est le premier microscope à lumière directe, en fait, tel qu'il a été mis au point par le père fondateur de la microbiologie, en fait, qui est Anthony van Leeuwenhoek, qui était un microbiologiste, il ne savait pas à l'époque qu'il était microbiologiste lui-même, de Delft en Hollande. Et au fond, pour vous donner une petite explication de texte pour celles et ceux qui n'ont jamais vu cet objet un peu baroque, c'était du high-tech du XVIIe siècle. En haut, je ne sais pas si vous voyez mon laser, là, il y a une espèce de petit orifice qui en fait était un œil, et Van Leeuwenhoek en fait coulait sur une flamme d'une barre de verre et faisait des perles de verre de diamètres différents, ce qui donnait au fond une focale différente, et donc enchâssé dans cet petit orifice. Et puis tout le reste, en fait, c'est un système de réglage 3D de façon à faire bouger l'objet observé devant cet objectif. Voilà, donc ça c'est le high-tech du XVIIe siècle. Et donc Anthony van Leeuwenhoek, comme je le dis, était à Delft. Et en fait, c'est, je pense, au-delà d'avoir été le découvreur de la microbiologie, c'est le découvreur du microbiote. Et donc Anthony van Leeuwenhoek, par exemple, grattait la surface de ses dents, les dents de ses collègues dans son laboratoire de l'époque, et les remettait en suspension dans l'outil physiologique, et observait sous son microscope à lumière directe que je vous ai montré, donc au milieu, ce qu'il appelait, ou ce qu'il a appelé rapidement des animalcules, qui sont au fond maintenant les microbes, en particulier les bactéries telles qu'on les connaît. Mais non seulement c'était un scientifique dans l'âme, mais c'était aussi un artiste, donc il dessinait très régulièrement ces micro-organismes, ces animalcules qu'il observait sous le microscope. Vous voyez en bas, ces bacilles sont probablement des Clostridia, on voit des coccis, on voit des micro-organismes spiralés, hein. On sait très bien qu'il y a des micro-organismes spiralés dans la plaque dentaire. Et puis comble, vous voyez en haut, il voyait que certains microbes animalcules bougeaient sous l'objectif du microscope. D'ailleurs, il en avait fait une théorie sur la vie de ces animalcules, parce que s'ils étaient doués de mouvement, par définition, ils étaient vivants, donc il a découvert au passage la motilité des bactéries. Donc il était membre de la Royal Society de Londres, et il a eu l'honneur, quand j'étais élu à la Royal Society il y a 2 ans, de signer le livre qui est signé par tous les nouveaux membres depuis Newton et Jenner et ainsi de suite. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir la signature d'Anthony van Leeuwenhoek, c'est toujours une grande émotion. En plus, c'était un scientifique, ils ne sont pas tous comme ça, qui avait le sens de l'humour.
Et il disait dans ses communications, dans une de ses communications, qu'il y avait plus d'animalcules vivant dans les dépôts qui s'accumulaient sur les dents de n'importe qui, dans la bouche, que de créatures vivantes dans un royaume entier, et il ajoutait spécialement chez ceux qui ne se lavent pas les dents. Voilà, donc Anthony van Leeuwenhoek, un des héros de la microbiologie. Alors, au fond, quand on réfléchit, et c'est le thème de cette présentation dans une certaine mesure, c'est Theodosius Dobzhansky, qui était un biologiste végétal et un philosophe américain du XXe siècle, avait toujours cette phrase que je gardais toujours en tête, qui est « Nothing in biology makes sense except in the light of evolution ». Et il est clair que s'il y a un domaine où l'évolution a joué un rôle absolument phénoménal, c'est justement sur celui de la création de cette interface entre le monde microbien et l'homme. Enfin, bien entendu, quand on dit l'homme, on parle de tous les phyla animaux qui, depuis que les eucaryotes multicellulaires sont apparus sur Terre il y a environ 800 millions d'années, ont été d'emblée en contact avec ceux qui occupaient la Terre avant eux, c'est-à-dire les microbes et en particulier les bactéries. Et vous savez très bien que c'est grâce aux bactéries que nous avons survécu en tant qu'évolution d'eucaryotes complexes, puisque quand l'oxygène a commencé à apparaître sur la Terre, sa toxicité était telle qu'il a fallu pouvoir l'utiliser efficacement. Et la mitochondrie, par exemple, est une bactérie dérivée de Rickettsia prowazekii et assure la respiration de l'oxygène. Donc on en est déjà là dans une espèce de symbiose primaire tout à fait exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui on peut se voir et se parler. Et au fond, c'est pas très étonnant puisque, encore une fois, ces bactéries occupaient la surface de la planète depuis 3,5 milliards d'années, très probablement. Donc on a dû, par définition, au fond, en tant qu'être vivant évoluant selon différents phyla, les utiliser, ces micro-organismes, et utiliser un certain nombre de fonctions qu'ils pouvaient nous apporter. Et tout le travail à l'heure actuelle consiste vraiment à essayer de bien définir ce que peut être véritablement le rôle de ces micro-organismes, de ce microbiote, en particulier du microbiote intestinal qui est le plus abondant en nombre, par rapport à notre physiologie et à notre mode de fonctionnement, et éventuellement, si cette symbiose présente des dysfonctions, un certain nombre de pathologies, et je parlerai plutôt de ça demain dans la conférence plus générale. Alors bien entendu, c'est difficile de parler de microbiologie sans parler de Louis Pasteur. Louis Pasteur, ce qu'il y a de bien avec Louis Pasteur, c'est qu'il avait des idées sur tout, et on peut toujours trouver une citation intéressante sur le domaine qu'on veut traiter dans les limites de la microbiologie. Mais il disait quand même quelque chose d'intéressant parce que ça a été le début d'une vraie controverse à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, où on avait reconnu l'existence d'un microbiote, où on savait fort bien, en particulier les pédiatres qui regardaient les selles des enfants, qui cultivaient les selles des enfants, qu'il pouvait y avoir des pathogènes et des micro-organismes qui étaient exactement de la même espèce que les pathogènes en question, comme Escherichia coli par exemple, et Escherichia a été un des grands tenants de cette affaire, que ces microbes, probablement, s'ils étaient là, devaient avoir une fonction, mais que cette fonction était probablement physiologique et pas pathologique. Donc Pasteur s'était un peu engagé, et j'ai sorti cette citation là, qui est tout à fait intéressante, où il disait souvent, dans nos causeries de laboratoire, ce qu'on appelle maintenant les lab meetings, depuis bien des années, j'ai parlé aux jeunes savants, je dirais jeunes chercheurs, qui m'entouraient, c'est le ton un peu empoulé de la littérature scientifique du XIXe siècle, donc aux jeunes savants qui m'entouraient, de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal dès sa naissance avec des matières nutritionnelles pures. Alors ce qu'il entendait par ces matières nutritionnelles pures, c'était, par cette dernière expression, j'entends désigner des produits alimentaires qu'on priverait artificiellement et complètement des microbes communs. Sans vouloir rien affirmer, je ne cache pas que j'entreprendrais volontiers cette étude, si j'en avais le temps, bien sûr, il n'y avait jamais le temps, avec la pensée préconçue que la vie, dans ces conditions, deviendrait impossible. Et ça, donc, c'était l'affirmation de Pasteur. Et, alors, vrai ou faux? Bon, c'est pas parce que c'est Pasteur qu'il faut dire vrai. Bon, on en a besoin.
clairement, est-ce vital? Après, le débat commence. Le débat a commencé 10 ans plus tard. Deux physiologistes, microbiologistes allemands, en particulier Notal, qui ont montré, en accouchant des cobayes stérilement, par césarienne, et en les maintenant dans une condition un petit peu héroïque, en asepsie complète, donc là on est à la fin du 19e siècle, montrant que ces animaux survivaient plusieurs mois, et d'après eux, digéraient de façon normale. Donc on peut considérer que Pasteur avait tort. Bon, c'est toujours délicat de dire des choses comme ça, mais probablement il n'avait pas complètement tort. Quand on y réfléchit bien, et j'en parlerai demain, quand on voit l'état dans lequel sont ces pauvres animaux axéniques en termes de nutrition, en termes de développement de leur système immunitaire et ainsi de suite, s'ils sortaient de leur bulle stérile, je pense qu'ils n'iraient pas très loin. Donc il y a probablement quelque part. Donc pour le principe, on peut vivre sans microbes. Pour la réalité quotidienne, ça paraît un petit peu difficile, sans parler d'un certain nombre d'effets tout à fait spectaculaires qui commencent à émerger maintenant sur le rôle de ces microbes, par exemple pour les phases tardives de développement du cerveau, la maturation de la barrière hémato-encéphalique et ainsi de suite. Alors il y a un autre grand pasteurien, disciple de Pasteur, qui vous connaissez sans doute pour celles et ceux qui font de la microbiologie, qui s'appelle Elie Metchnikov. Lui, on est déjà plutôt fin du 19e, début du 20e. Metchnikov, c'était un personnage absolument étonnant. Hein. Il a eu le prix Nobel en 1908 avec Paul Ehrlich, lui pour la découverte de l'immunologie cellulaire, en fait, les phagocytes, et Ehrlich pour la découverte de l'immunité morale. C'était des grands prix Nobel, ça. Et donc, il s'intéressait à beaucoup de choses. C'était un esprit très, très curieux. Il s'intéressait bien sûr à la microbiologie, à l'immunologie. Mais en vieillissant, mais il n'est pas le seul, il s'intéressait à la sénescence et à la longévité. Et il avait écrit un livre qui s'appelait La prolongation de la vie. Et dans ce livre, il avait développé une théorie selon laquelle le vieillissement était lié à ce qu'il appelait la pourriture intérieure. C'est pas très élégant comme terme. Et cette notion de pourriture intérieure, lui, il la considérait comme le développement non contrôlé d'un certain nombre de micro-organismes toxiques, produisant ce qu'il appelait des poisons, qu'on appelle maintenant des toxines, et qu'au fond, c'était cette prolifération incontrôlée de micro-organismes qui produisaient des toxines dans l'intestin qui allait conduire au vieillissement. Donc ça, c'était le postulat de base, l'hypothèse, et la preuve de ce concept, entre guillemets, c'est que visitant les pays du Balkan, en particulier la Bulgarie, il s'est aperçu que les gens vivaient centenaires dans ces régions. Et quand il faisait une étude rapide de ce que pouvaient être les facteurs qui les différenciaient d'autres populations, il s'apercevait qu'ils mangeaient du matin au soir des produits lactés, en particulier du yogourt, des équivalents de ce type de produits, en fait fermentés grâce à des lactobacilles. Et de cette notion est née la théorie de rajeunissement éventuel par l'usage des probiotiques. Après, je vous laisse à juger de la validité de la théorie. Mais néanmoins, Metchnikov a lancé au fond une piste sur les bons microbes et sur ce qu'on peut attendre éventuellement des microbes dans le maintien de l'homéostasie et de la santé. Et bon, remettons-nous quand même 120 ans en arrière et ne rions pas trop vite de ça. En fait, un dentiste microbiologiste de Washington University aux États-Unis, qui s'appelait Theodore Roseberry, d'ailleurs, microbiologistes dans la salle connaissent Roseburia, a écrit un très joli livre. Il a commencé, ce n'était pas un auteur très prolixe, il a commencé son bouquin en 1940, il l'a fini en 1962. Donc ça devait être un obsessionnel compulsif. Il faut dire que quand on veut faire un bouquin de microbiologie au milieu du XXe siècle, il est à peine écrit qu'il est déjà démodé. Donc il fallait véritablement remettre les choses à jour. Mais le titre de son livre était magnifique, ça s'appelait Life on Man. Et c'était véritablement la mise au point de presque un siècle de recherche sur le microbiote et la définition des différents phyla participant à ces collections microbiennes, en particulier dans le tube digestif. Donc on arrive là aux années 60, 70, 80, où c'est vraiment forgé ce concept de microbiote avec l'introduction d'un certain nombre de nouvelles technologies, en particulier la technologie des animaux axéniques, ce qu'on appelle la gnotoxénie, de pouvoir élever des animaux en l'absence de microbes, pouvoir les recontaminer avec des microbes et voir l'apport positif ou négatif que pourraient avoir ces microbes.
une véritable introduction du concept d'écologie de ces flores, à la fois dans leur implantation, par vagues successives, dans leur équilibre, dans ce qu'on appelle leur résilience. Donc tous les concepts qu'on manipule aujourd'hui assez facilement ont été émis dans cette période par un certain nombre de chercheurs européens, nord-américains et japonais pour l'essentiel. Ce qui est aussi sorti de ce type d'études dans les années 60-70, c'est les chiffres. C'est ces nombres absolument astronomiques que tout le monde cite au début des articles sur le microbiote, à savoir 10 fois plus de bactéries dans l'intestin que de cellules dans le corps humain, que ce soit des cellules somatiques ou germinales. Donc on est là effectivement dans des chiffres astronomiques qui donnent un petit peu le vertige. Et donc, quand on va commencer à essayer de réfléchir à ces micro-organismes, ce n'est pas toujours très très facile de faire le tri et d'y retrouver ces petits, si je puis dire. Alors, si on s'intéresse maintenant à la flore de l'intestin humain, en l'occurrence, mais donc chez les mammifères, on est souvent dans le même type de micro-organismes, on s'aperçoit que cette flore, elle est constituée essentiellement de deux grandes familles, qui sont les firmicutes, qui sont des bactéries à gram positif, généralement anaérobies strictes et souvent très difficiles à cultiver, voire incultivables, et puis les bactérioïdètes, qui sont en fait des bactéries à gram négatif, anaérobies aussi, et souvent soit incultivables, soit extrêmement sensibles à l'oxygène. Donc ça, ce sont vraiment les deux grandes familles, mais autour de ça, ou à côté de ça, il y a un certain nombre de micro-organismes qui sont peut-être quantitativement moins importants, comme les protéobactéries, par exemple les entérobactéries, ou comme les actinobactéries, ou comme les archébactéries, qui jouent un rôle majeur, même si elles sont minoritaires, comme ce qu'on appelle elles sont capables de prendre le CO2 et de récupérer le carbone et de le réduire en méthane, par exemple, ce qui est très important chez le bétail et dans d'autres circonstances. Donc, la limitation en nombre ne veut pas nécessairement dire l'absence d'importance qualitativement et sur le plan fonctionnel, et je vais revenir là-dessus très très rapidement. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que quand on met toute cette masse microbienne de l'intestin ensemble, on arrive à une activité métabolique globale qui est probablement l'équivalent d'un foie, ce qui est quand même donc un organe supplémentaire dont les fonctions, bien sûr, risquent de ne pas être tout à fait neutres sur la santé et son maintien. Alors là, il est un peu effacé parce que j'ai fait des choses un peu douteuses avant de venir. En essayant de mettre les uns par-dessus les autres, donc c'est les lactobacilles, mais on en redira bien entendu un mot. Alors ça, c'était la situation jusqu'au début des années 2000, et au début des années 2000, il y a eu bien entendu un coup de tonnerre, enfin ça a commencé plutôt en 1997, qui a été le séquençage du premier génome d'un microbe, hein, c'était Haemophilus influenzae. C'était la première fois qu'on pouvait avoir une vue globale sur l'ensemble d'un génome microbien. Et puis surtout, à partir de l'année 2000, en 2001, la première publication du génome humain par le groupe, l'équipe de Craig Venter aux États-Unis. Et dès ce moment-là, avec un certain nombre de collègues, en particulier deux qui sont des amis très chers, qui sont Stanley Falco et David Drellman aux États-Unis, on a commencé à se dire qu'au fond, le génome humain tel qu'il avait été fait, c'était très bien, il n'y a pas de discussion, mais au fond, il était incomplet, parce qu'il ne comportait pas cette part de microbes qui est en nous, puisque au fond, on est par essence, d'après ce que je vous ai dit jusqu'à présent, et vous le savez fort bien, un hybride eucaryote-prokaryote. Donc, tant que le génome humain ne serait pas complémenté du génome des bactéries qui sont présentes dans le corps humain, on n'aurait pas le génome humain total dans son intégralité. Et au fond, il a fallu attendre 10 ans pour que, et ça a été publié dans Nature en 2010, un consortium européen qui était piloté par l'INRA en France, en particulier par Duško Erlich, et en association avec le MBL en
Allemagne, à Heidelberg, et le Chinese Genomic Consortium en Chine, publie au fond le premier, ce qu'on a appelé le métaséquence. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris 120 personnes, ou un peu plus, chacune d'entre elles a pris, leurs selles ont été prises, l'ADN a été extrait, cassé en petits morceaux, séquencé, morceau par morceau, et éventuellement réassemblé dans la mesure du possible pour essayer d'arriver à un certain nombre d'espèces microbiennes aussi près que possible, mais pas toujours très près. Néanmoins, c'est des chiffres qui donnent là aussi un petit peu le vertige. Ça a été environ 5 milliards, plus de 5 milliards de reads à séquencer avec des machines de nouvelle génération et bien entendu un équipement informatique qui correspond à 10 fois ce que la NASA avait nécessité pour aller sur la Lune en 1969. Donc on est là dans un changement d'échelle de la biologie qui est bien entendu énorme. Il y a aussi un impact sur les coûts de la biologie tels qu'ils explosent à l'heure actuelle, et qui a permis de donner un coup de projecteur supplémentaire à cette flore microbienne sous un angle qui est assez passionnant, parce qu'au fond, on raisonnait jusqu'à présent beaucoup par espèce microbienne, parce que c'est comme ça qu'on est formé, qu'on est formaté presque quand on apprend la microbiologie. Là, d'un seul coup, cette approche métagénomique faisait remonter non plus tellement les espèces, et à la limite, on pourrait presque se dire qu'on n'en a pas besoin, mais les gènes eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on étudie, c'est plus tellement une composition, une démonstration linéaire d'une situation, c'est vraiment un potentiel métabolique que l'ensemble de ces gènes qui sont présents dans cette flore va pouvoir apporter éventuellement non seulement à elle-même, mais à l'individu dans lequel elle se développe. Et quand on regarde les chiffres, là aussi, on est pris un petit peu de vertige. Si vous considérez que le génome humain correspond à peu près à 25 à 30 000 gènes actifs, vous avez dans ce métagénome intestinal de l'ordre de 3 millions et quelques gènes, et maintenant, à force de séquencer des métagénomes d'individus dans différentes zones de la planète avec des régimes alimentaires, des backgrounds génétiques différents, on est à plus de 9 millions. Ça veut dire qu'il y a environ 300 fois plus de gènes microbiens dans notre organisme, en gros, à l'échelle humaine globale que de gènes eucaryotes. Donc on est là dans une nouvelle vision, sous un nouvel angle de la microbiologie qui donne encore une fois un petit peu le vertige et qui nécessite au fond qu'on se mette un petit peu en ordre de bataille pour mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est un peu de ça dont je voulais vous parler, ou j'ai déjà commencé d'ailleurs, j'imagine, dans mon titre un petit peu bizarroïde, qui est de la métagénomique à l'expérimentomique. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir savoir sortir de ces descriptifs massifs de la métagénomique pour rentrer, à partir de ces données, dans une analyse fonctionnelle et essayer de comprendre au fond ces gènes, ces opérons microbiens, qu'est-ce qu'ils font dans cette symbiose, c'est quoi leur fonction. Alors leur fonction globale, on la connaît en règle générale, on la connaissait déjà un petit peu, et puis on la connaît de mieux en mieux parce qu'autour de cette métagénomique s'est construite une vraie science autour de l'étude de la fonction des microbes, de ce qu'on appelle le microbiote ou le microbiome. Et au fond, pour ce qui concerne l'intestin, j'ai souvent tendance à le présenter d'une façon peut-être un petit peu simpliste, comme une glande endocrine. C'est-à-dire on a un épithélium, et puis à l'intérieur de cet épithélium, on a la flore microbienne intestinale, qui a bien sûr des bactéries, et puis aussi des produits bactériens, ce qu'on appelle les PAMPs, c'est-à-dire les motifs qui sont associés aux microbes, le peptidoglycan, l'hypopolysaccharide chez les grammes négatifs, un certain nombre de produits du métabolisme comme les acides gras à chaîne légère par exemple. Donc tout ça met une pression sur l'épithélium et va faire que l'épithélium va se mettre à sécréter des toxines, des chimiokines, des cytokines, éventuellement des neuromédiateurs qui vont avoir un rôle local ou un rôle à la périphérie, et qu'en plus, et de plus en plus on essaye de s'y attacher, des produits microbiens eux-mêmes vont être capables de passer cette barrière intestinale, ils sont filtrés mais néanmoins ils passent, et d'avoir eux aussi un rôle agoniste sur un certain nombre de récepteurs à la périphérie. Donc il y a tout un rôle de ce microbiote, probablement que je pense qu'il faut voir de plus en plus comme une espèce de
structures d'installation un peu homothétiques à l'environnement, à l'intérieur de nous-mêmes, et qui sont capables finalement de représenter une image intérieure de cet environnement et de nous permettre de nous y adapter en permanence. Lui-même étant d'ailleurs un intégrateur énorme des modifications environnementales. Donc il y a une vraie réflexion, je dirais presque métaphysique à un certain moment par rapport à la fonction de ce microbiote qui devient vraiment passionnant. Mais si on rentre vraiment dans les détails et dans les choses précises, on sait très bien maintenant, et ces souris axéniques dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on les recolonise avec un ou plusieurs micro-organismes, on peut voir que axéniques, sans germe, elles ont un système immunitaire muqueux en particulier qui est totalement atrophique, elles ont une vascularisation intestinale qui est totalement atrophique, elles ont un tissu adipeux qui lui aussi est atrophique, elles sont maigres, il faut leur donner 50% plus de ration alimentaire pour qu'elles récupèrent à peu près la taille et le poids d'un animal qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire ayant une flore intestinale. Ces microbes jouent un rôle dans le métabolisme osseux, en particulier dans le turnover de la régulation des fibres osseuses, jouent un rôle dans la réparation intestinale. Je vous en montrerai un exemple, ce sera un des exemples principaux que je montrerai. Et puis, de plus en plus, comme je le disais, des évidences sur un rôle important à l'interface avec le système nerveux, dans la maturation du système nerveux entérique, mais aussi dans la maturation très précoce chez le nouveau-né de la barrière hémato-encéphalique. Donc un système qui, au fond, amène, c'est comme si à la naissance on est axénique, le véhicule est neuf, il va falloir le rôder un petit peu et ces micro-organismes vont assurer ce rodage, c'est-à-dire au fond l'adaptation de ce nouveau-né à l'environnement auquel il va avoir maintenant à faire face pour le restant de sa vie. Donc tout ça rentre, comme je le disais, dans des choses qui sont à la fois scientifiques et métaphysiques qui ne manquent pas d'intérêt. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a une question fondamentale qui se pose, c'est au fond, on vit très bien avec ces micro-organismes, au jour le jour on ne sent pas qu'on a ces milliards de microbes, en particulier dans le côlon. Et donc on a établi ce qu'on appelle un système de tolérance, on ne les ignore pas, on les sent, mais simplement on les garde à distance par un certain nombre de mécanismes dans lesquels je n'ai pas le temps de rentrer. Mais au fond, dans cette masse de microbes, comment arrive-t-on à détecter dans la seconde ou dans la minute un pathogène qui sera probablement extrêmement minoritaire par rapport à cette masse de microbes? Et ça, c'est une vraie énigme, au fond, dans la mesure où les mécanismes de perception des microbes, ce qu'on appelle les Pattern Recognition Receptors, les PRR, les Toll-like Receptors, les Node-like Receptors, tout ça, c'est des molécules qui ne sentent pas des pathogènes. Elles sentent des microbes, elles sentent du lipopolysaccharide, elles sentent du peptidoglycane, elles sentent de la flagelline. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que cette, au fond, démarcation ou discrimination avec d'un côté les micro-organismes commensaux, le microbiote et les pathogènes, se fait essentiellement sur le fait que les pathogènes, du fait de leur pathogénicité qui est inscrite dans leur génome, du fait de leur capacité d'engager les épithélias, les tissus du système immunitaire, vont créer à la fois d'eux-mêmes et par l'intermédiaire de ces cellules qui souffrent et qui envoient des signaux, ce qu'on appelle des signaux de danger. Et c'est vraiment sur le scanning, si on peut dire, et l'intégration et l'analyse de ces signaux de danger que l'hôte va décider de mettre en place une réponse immunitaire dédiée, en particulier innée au démarrage, à ces micro-organismes pathogènes et ne va pas répondre, dans la mesure du possible, aux micro-organismes commensaux qui, au fond, dans leur position, ne sont pas en situation de créer ces signaux de danger. Ma présentation, je vais essayer de vous montrer comment on a essayé dans notre laboratoire, et c'est un programme qui a été financé par le European Research Council, parce qu'il était justement basé sur l'idée d'introduire une véritable expérimentation dans le domaine de la compréhension de cette symbiose. Donc, la métagénomique, telle qu'on l'a définie jusqu'à présent, elle est très descriptive. On cherche des gènes, on essaye de réassembler éventuellement autour d'OTU un certain nombre d'espèces, de genres, de phyla. On peut montrer des différences. Au fond,
si on prend l'ensemble de cette salle, y compris l'orateur et tout le monde, on a probablement moins de 5% d'espèces microbiennes en commun dans notre flore intestinale. Ce qui est quand même impressionnant en termes de diversité. Pourquoi? C'est parce que la nature, en fait, elle ne connaît pas la microbiologie clinique. La nature, elle sélectionne par cette vision complètement darwinienne des choses, des fonctions biologiques chez ces microbes. Et ces fonctions biologiques, elles peuvent être partagées par des microbes d'espèces ou de genres différents. Et si on va maintenant aux gènes microbiens, aux gènes prokaryotes, là, on partage entre nous environ 50% de gènes homologues ou relativement proches, parce que ces 50% qui représentent quelque chose comme probablement 800 000, 1 million de gènes, sont le cœur de cette symbiose qui est nécessaire à nous tous. Le reste à la périphérie, les fonctions ne sont pas encore très bien connues, ce sont probablement des fonctions d'ajustement, d'adaptation à des conditions environnementales différentes. Et ce qui est très impressionnant, c'est que si vous altérez cette flore chez un individu donné, par exemple avec un traitement antibiotique, elle va se restituer, ce qu'on appelle le restitutio ad integrum en latin, elle va se restituer quasiment à l'identique dans les 3 semaines qui suivent. C'est ce qu'on appelle la résilience des flores, et c'est probablement un élément important dans le maintien de la stabilité. Si cette flore, pour un oui ou pour un non, était déstabilisée, on aurait ce qu'on appelle des dysbioses et des effets pathologiques d'inadaptation de l'hôte à la flore et vice-versa. Donc cette approche, elle peut être aussi donc analytique. Par exemple, on donne un antibiotique et on regarde ce qui se passe. Et elle est de plus en plus corrélative. J'ai entendu ici, par exemple, qu'il y avait un intérêt croissant pour le microbiote et la maladie de Crohn. C'est exactement ça. Est-ce qu'un patient atteint de maladie de Crohn a une flore microbienne différente d'un individu sain ou d'un individu de la même famille qui éventuellement ne développera pas la maladie? Donc là, on est dans les analyses globales de données. Et la question c'était comment peut-on rentrer un peu plus dans ce que j'appelle, en plaisantant un petit peu, l'expérimentomique. Tout le monde veut ses omiques, ben voilà, on va avoir nos omiques de l'expérience et on sera content comme ça parce que c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à présent avec les pathogènes et on n'a finalement pas trop eu à s'en plaindre. Alors pour vous dire ce qu'on fait très rapidement, on s'intéresse aux symbiontes, en particulier à Lactobacillus casei. On a par exemple fait une librairie où on a mutagénisé absolument un par un tous les gènes de Lactobacillus casei et on peut maintenant savoir quels sont les gènes essentiels, par exemple à la colonisation de la lumière intestinale par un micro-organisme symbiote comme Lactobacillus. Mais on a montré aussi, par exemple, que Lactobacillus, et c'est important dans les phases précoces de la vie où l'enfant, finalement, est nourri essentiellement de lipides, puisque le lait maternel, c'est 75% de lipides, Lactobacillus régule le transport des lipides à travers l'épithélium, et on peut donc utiliser maintenant ces mutants de Lactobacillus pour identifier quelles sont les fonctions de Lactobacillus qui sont importantes dans la régulation de ce transport des lipides. Les phénotypes ne sont pas toujours aussi faciles à établir au laboratoire que de regarder bactéries, pathogènes qui adhèrent ou qui tuent une cellule. Mais c'est ce qui fait à la fois le charme et l'intérêt, je dirais, de ce type d'approche. On s'intéresse aussi de plus en plus à une autre omique qui s'appelle la culturomique, qui consiste à cultiver ces bactéries non cultivables de l'environnement intestinal. 40% sont incultivables, probablement même plus. Maintenant qu'on connaît absolument tous les gènes, on peut commencer à se poser des questions là-dessus. Et c'est intéressant dans la mesure où, au fond, on va pouvoir, j'espère, découvrir un certain nombre de molécules bioactives un petit peu inattendues à partir de la capacité de cultiver ces microbes. Un exemple, c'est celui de SFB, qui est un Clostridium, qui s'appelle Segmented Filamentous Bacterium, Candidatus arthromitus, qui est un clostridial très bizarre parce qu'il commence comme un clostridium standard et puis il se termine en micro-organisme filamenteux, incapable de se diviser et sporulent. Et c'est grâce à ce processus qui va réensemencer l'intestin. Il est important parce que c'est un micro-organisme qui a l'air dans toutes les espèces, y compris dans l'espèce humaine, d'être commencé à coloniser après le sevrage. C'est-à-dire probablement c'est un de ces micro-organismes qui joue un rôle particulier par rapport à la quantité massive de microbes présents dans la flore, qui vont programmer le système immunitaire
en particulier l'induction de cellules qu'on appelle TH1 ou TH17, donc de systèmes qui vont permettre de mettre l'enfant en condition pour résister à des infections, des agressions infectieuses, dans la mesure où jusqu'à présent, son système immunitaire était à la fois immature, mais qu'il était protégé passivement par le lait maternel, et en particulier les IgA et les molécules anti-infectieuses du lait maternel. Donc on essaye de sortir de plus en plus des microbes qui jouent un rôle important à une étape précise, à un endroit précis, dans une fonction précise dans l'évolution de l'individu, de manière à pouvoir les cultiver. Et SFB, par exemple, est cultivable. On a réussi à le faire pousser l'année dernière avec une postdoc canadienne du labo qui s'appelle Pamela Schnuff, ce qui permet maintenant véritablement d'étudier l'interaction de ce microbe avec les cellules. Et puis le dernier élément qu'on développe maintenant beaucoup, c'est la crypte intestinale, en particulier la crypte colique. Pourquoi la crypte? Parce que dans l'intestin, et au fond c'est la recherche d'une niche particulière, dans l'intestin il y a dans ces cryptes les cellules souches, et c'est là en fait que se fait la régénération d'épithélium, et donc on s'intéresse à cette interface entre le microbiote et la régénération épithéliale. Alors ces cryptes intestinales sont montrées là. Vous voyez qu'à la base, il y a cet appareil régénératif avec les cellules rouges qui sont les cellules souches et les cellules avec des points rouges qui sont ce qu'on appelle les cellules de Paneth, qui sont en fait des cellules qui nourrissent les cellules souches avec des facteurs de croissance qui les maintiennent en état de ce qu'on appelle stemness et qui éventuellement à un moment vont les aider à se diviser et à se différencier. Puis ensuite on rentre dans une zone de ce qu'on appelle le compartiment de transit et d'amplification où les cellules commencent à se différencier et se divisent très activement. Puis le cycle cellulaire s'arrête, les cellules se différencient dans les différents lignages, cellules épithéliales, cellules mucipares, cellules entérochromatines, de cellules des lignages classiques, y compris les cellules de Paneth du tube digestif. Donc on s'est intéressé à la crypte en se posant la question de savoir si par rapport à cette masse de microbes identifiés dans ces approches de métagénomique, il n'y en avait pas certains qui étaient plus particulièrement présents à l'intérieur ou au fond de la crypte. Et c'est le travail d'un ingénieur du laboratoire qui s'appelle Thierry Pédron et d'une technicienne qui s'appelle Céline Mulet. Alors ce qu'on a fait en fait, c'est tout simplement de la vraie microbiologie de base au départ, c'est de prendre des souris, de couper leur intestin en morceaux, de recouper les tissus de manière à avoir une vision directe sur les cryptes intestinales. Au fond, elles sont là et on les coupe transversalement, et de regarder s'il y avait des microbes au fond de ces cryptes. Alors on les voit en Martin Starry, là, qui est la coloration ultra d'argent, il y en a très peu, rarement en fait dans l'intestin grêle. Il y en a beaucoup dans le cécum, beaucoup dans le côlon proximal, et au fur et à mesure qu'on avance vers le côlon distal, les cryptes sont tellement bouchées par des bouchons muqueux qu'apparemment les bactéries ont du mal à y pénétrer. Et dans toute cette zone-là, on voit des bactéries, et ces bactéries, elles sont vivantes, ce n'est pas des cadavres, puisque si on fait la méthode FISH, c'est-à-dire l'hybridation sur l'ARN avec de la fluorescence, les bactéries sont là, donc si elles transcrivent, c'est l'équivalent d'Anthony von Leeuwenhoek, si elles bougent, elles sont vivantes, là si elles transcrivent, elles sont vivantes. C'est la variante moléculaire de la définition de la vie microbienne. Alors une fois qu'on a fait ça, on a essayé de voir quelles pouvaient être ces bactéries qui vivaient dans cette zone aussi critique, parce que quand on y réfléchit, il y a peu de zones dans l'organisme où les microbes peuvent être en contact direct avec des cellules souches, et on peut imaginer que ça a une portée sur la régénération tissulaire, bien entendu, et que ça joue un rôle dans la régulation. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces cryptes, vous les voyez ici coupées transversalement, ça fait comme une mosaïque, et puis on les a, en fait, on a récupéré, disséqué le contenu de la crypte avec un laser, c'est ce qu'on appelle laser capture microdissection, c'est-à-dire qu'on microdissèque les cryptes avec un laser et on absorbe ce qui a été disséqué sur une membrane, on lise, on prépare l'ADN, on amplifie, c'est là une technique CESS, on séquence et on regarde ce qui sort. Et ce qui est sorti de cette approche correspondait à rien du tout de ce qu'on attendait. On s'attendait à avoir des anaérobies strictes, toutes les grandes familles dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est tombé sur des bactéries aérobies strictes, non fermentatives, en particulier Acinetobacter et Comamonas. Alors, on a commencé à paniquer un petit peu, parce que, bon, ça peut être des contaminations des primers, on va essayer de voir tout ça, mais
on s'est aperçu très rapidement que ces bactéries étaient vraiment là, puisque quand on utilisait des primers spécifiques de ces micro-organismes en fiche, par exemple, on les retrouvait. Ça, c'est par exemple une souris initialement axénique, qu'on a monocontaminé gavé avec une souche d'Acinetobacter qu'on avait fini par récupérer de ces tissus. Et vous voyez, elle est marquée en rouge ici, qu'elle vient, elle a un tropisme pour la crypte, elle vient vraiment se localiser au niveau de la crypte. Ici, ce sont des souris qui étaient axéniques qu'on a hébergées dans la même cage que des souris conventionnelles. Vous savez que les souris axéniques, elles ne restent pas longtemps axéniques avec les souris conventionnelles, parce que ces souris sont prophages. Donc elles récupèrent très rapidement la flore de leur voisine. Et ce qu'on a vu au bout de 3 semaines, c'est que venaient se concentrer au fond des cryptes de ces animaux qui étaient nouvellement contaminés, essentiellement, comme vous le voyez ici en fiche, des Acinetobacter. Alors on a dit c'est peut-être lié au mode alimentaire, au fait que ces animaux sont vraiment dans un environnement particulier, sont lignés, peut-être il y a des biais là-dedans qui font qu'elles vivent avec le même microbe, mais sans que ça signifie grand-chose. Donc on a fait une collaboration avec une collègue écossaise qui s'appelle Amy Pedersen. C'est une personne très originale, elle s'intéresse à l'immunité des rongeurs sauvages, pas des souris de laboratoire. Elle dit que les souris de laboratoire, c'est pas du tout un bon modèle technologique. Bon, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Néanmoins, on a eu accès à des intestins de ce qui s'appelle des wood mice, c'est-à-dire des souris qui vivent dans l'environnement, qui sont capturées dans la nature. Et on voit très bien qu'avec des sondes en fiche universelle, on a le microbiote intestinal ici, ça c'est le DAPI, c'est les cellules épithéliales intestinales, et vous voyez le microbiote qui descend assez profondément vers les cryptes. Mais ici, c'est une sonde Acinetobacter. Et la diapo suivante, que je trouve très jolie, montre qu'effectivement, au fond de chaque crypte, il y a des Acinetobacter qui sont là, en veille, je dirais, avec des fonctions qu'il faut qu'on définisse absolument. Alors techniquement, on s'est arrangé pour essayer d'en sortir et d'en isoler des bactéries de ces cryptes. On a réussi et au fond, on a confirmé ce qu'on avait trouvé en CESES. Et on a trouvé des souches d'Acinetobacter et des souches de Delphia, en particulier acidovorans. Acinetobacter, c'est plutôt radiorésistance. Et on en a donc isolé un certain nombre, on a séquencé les génomes, on est en train de faire la génomique comparative, mais ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont, encore une fois, des aérobies strictes, non fermentatives, qui sont en fait des bactéries de l'environnement, donc en plus biodégradatives, et de là l'idée qui se fait jour tout doucement de cette flore, qu'on a appelée crypte spécifique core macrobiota, c'est-à-dire une flore spécifique de la crypte, avec très peu d'espèces, pouvait avoir une fonction de protection de la crypte intestinale. Alors, effectivement, on peut se poser des questions, pourquoi des aérobies strictes dans l'intestin? Il y a 5 ans maintenant, on avait publié avec un postdoc dans le laboratoire de Marteigne le fait qu'à la surface de l'épithélium intestinal, il y avait de l'oxygène. Et vous l'avez vu de façon assez indirecte, mais plutôt rigolote, c'est-à-dire que la GFP ne fluoresce qu'en présence d'oxygène. Parce que l'oxygène permet son repliement correct pour qu'elle émette de la fluorescence sous l'activation continue. Et donc, cette anse intestinale de lapin, ici, elle est remplie d'un colibacille GFP, mais vous voyez que dans tout ce qui est la lumière, là où il n'y a pas d'oxygène, on ne voit rien. Par contre, dès qu'on arrive à la surface de l'épithélium et dans les cryptes, on voit les colis fluorescer. Ce qui veut dire qu'il y a en permanence un petit peu d'oxygène qui diffuse à travers la membrane à partir du vaisseau capillaire de l'intestin, de la lamina propria de l'intestin, et qui va probablement créer une zone de discrimination entre les aérobies strictes et les anaérobies, et qui va expliquer en partie, sans doute, le filtrage et la sélection de ces bactéries aérobies dans la crypte. Pourquoi non fermentative? Probablement parce que, comme on l'a montré, le propionate, l'acétate, l'acide gras chêne-légère ne sont pas bons pour le cycle cellulaire. Ça arrête le cycle cellulaire, donc c'est probablement pas bon d'être trop antagoniste de la multiplication cellulaire dans une zone, au fond, dédiée à la réparation du tissu. Et puis, on est en train de regarder dans le laboratoire, maintenant, comme ces souches ont des capacités biodégradatives très importantes, comme on peut l'anticiper, en particulier sur la séquence de leur génome,
si elles ne sont pas là aussi, et là ce serait vraiment une symbiose ultime, pour dégrader les xénobiotiques et empêcher la génotoxicité, en fait, protéger les cellules souches contre la génotoxicité des polluants environnementaux auxquels on a toujours été de toute façon exposés. Et donc on a maintenant une étude avec notre bioinformaticienne du labo, Zédé Zafarian, et une étude en TNSEC pour essayer de vraiment comprendre ce qu'on appelle le fitness de ces micro-organismes et la raison pour laquelle ils vont dans la crise. Alors, pour faire dans ce domaine, une fois qu'on a commencé à caractériser les choses, et c'est le travail d'une chercheuse initialement postdoctorale, qui est maintenant un poste à l'Institut Pasteur, italienne, enfin pas italienne, elle est romaine, qui s'appelle Giulia Nigro, et qui a mis au point, en développant des outils qui avaient déjà d'ailleurs été mis au point par le groupe de Hans Cleavers en Hollande, à Utrecht, ce qu'on appelle des organoïdes. C'est-à-dire qu'au fond, on prélève les zones des cryptes intestinales chez un animal, mais on le fait aussi chez l'homme, au cours de biopsie. On les transfère dans du matrigène, avec des facteurs de croissance en bonne quantité, qui coûtent d'ailleurs cher, et on obtient au bout de quelques jours, une semaine, 2 semaines, ces organoïdes, comme vous le voyez ici. Alors ça fluoresce en vert parce que les cellules souches chez cette souris transgénique fluorescent dans la mesure où la GFP était mise sous le contrôle de LGR5, du promoteur de LGR5. LGR5, c'est un des récepteurs de la R-spondine, qui est un des marqueurs caractéristiques des cellules souches adultes de l'intestin. Donc on peut commencer à développer toute une technologie autour de l'intestin, disons ex vivo ou in vitro, où on peut commencer à poser des questions. Et donc, voilà comment ça se présente sur le plan expérimental. On casse les cryptes, on les purifie, on les enrichit, on les transfère en matrigène, et vous voyez, jour 4, jour 8, jour 14, on voit ces organoïdes qui se forment, et surtout ces modules qui se forment à la périphérie de ces organoïdes, qui en fait sont des néocryptes avec des cellules souches qui nous refournissent en permanence un système en boucle de préparation. Et en fait, pour faire une longue histoire courte, si ça m'arrive de temps en temps, j'ai du mal, Giulia a exposé ces organoïdes à des produits bactériens, à du peptidoglycane, à du lipopolysaccharide, à de la flagelline, à PAM3, qui est un équivalent à un ligand de TLR2, et les contrôles. Et ce que vous voyez à gauche, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus d'organoïdes lorsqu'ils ont été exposés à du peptidoglycane, et en particulier au muramyldipeptide, que lorsqu'ils sont exposés à d'autres produits microbiens. Ce qui veut dire que le peptidoglycane, pour résumer un petit peu la situation, a un effet cytoprotecteur sur l'appareil régénérateur intestinal. C'est-à-dire qu'en fait, le microbiote, via ces molécules de peptidoglycane, protège les cellules souches, c'était l'idée, en tout cas au départ, l'appareil régénérateur dans sa globalité. Et donc ça a été vraiment une nouveauté, puisque le récepteur de peptidoglycane, en particulier du muramyldipeptide, on avait montré ça il y a 15 ans maintenant dans le laboratoire, c'est NOT2, c'est un senseur intracellulaire. Et donc, au fond, on a ce système de perception du monde microbien dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les TOL, et puis en intracellulaire, dans le cytosol, un système qui permet en permanence de monitorer la concentration de peptidoglycane, et en particulier de muramyldipeptide via NOT2. Jusqu'à présent, on pensait que c'était un système de régulation de l'inflammation. Il s'avère que c'est un système qui est important dans la protection des cellules souches, en tout cas de l'appareil de régénération. Alors, on a ensuite montré que c'était effectivement la cellule souche la cible. On l'a fait en développant des techniques de purification de ces cellules souches de façon à faire, encore une fois, cette microbiologie cellulaire maintenant de l'interaction microbe, produits microbiens, cellules souches. On a la chance d'avoir des souris knockout dans le récepteurs du muramyldipeptide, donc des souris NOT2 knockout qui ont été faites de façon telle que en fait, la GFP qui sert de cassette de mutation est dans l'exon 1 de NOT2, ce qui fait que les souris sont fonctionnellement NOT2, mais on voit les cellules qui produisent NOT2 dans la mesure où
le promoteur est activé et la GFP est produite. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, les cellules qui produisent NOT2, et on a confirmé ensuite en transcription, sont les cellules souches elles-mêmes, et en produisent un niveau beaucoup plus élevé, comme vous le voyez là, que les autres cellules, en particulier les cellules de Panel. Ce qu'on voit aussi clairement ici, c'est que cette augmentation de la survie des organoïdes, donc cette protection de l'appareil de régénération, elle est perdue chez ces souris NOT2 knockout, ce qui prouve bien que c'est ce pathway MDP NOT2 qui protège l'appareil de régénération de la cellule. Alors, Julia a fait un tas d'expériences qui confirment ces données, mais les gens du labo, quand on avait nos lab meetings, je ne sais plus comment Pasteur les appelait, n'étaient pas très convaincus parce que le taux de protection c'était 4-5 fois, ils aiment bien un peu plus parce que ça fait plus sérieux. Et au fond, c'est pas mal de temps en temps d'être mis sur le grill, parce qu'on a fini par se dire que peut-être ce système, c'était pas un système qui fonctionnait de façon essentielle à l'homéostasie, mais c'était peut-être un système de protection contre une agression, et en particulier contre une agression génotoxique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité des souris par la doxorubicine, 72 heures avant de les sacrifier et de récupérer les cryptes. Et la doxorubicine, c'est un poison de l'ADN, c'est une molécule qui s'intercale dans l'ADN et qui entraîne des cassures de l'ADN. Les cassures de l'ADN, ça entraîne une réaction inflammatoire violente avec la libération de radicaux oxygènes. Donc on est là sur un terrain de toxicité, d'autant plus dédié aux cellules souches qu'on voit que quand on marque la cellule souche, la GA5, on voit qu'elle devient rouge aussi, parce que pour des raisons que je ne connais pas encore, qu'on ne comprend pas encore, elles absorbent la doxorubicine qui est autofluorescente ici en rouge, de façon tout à fait naturelle, pour un problème de maturation de pompe à efflux, et on est en train de travailler là-dessus. Et pour simplifier et terminer là-dessus, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, effectivement, on observe des niveaux de protection beaucoup plus importants chez les animaux sauvages que chez les animaux NOT2, avec un niveau de régénération épithéliale après intoxication par la doxorubicine beaucoup plus élevé, vous voyez en bleu à 72 heures, que chez les animaux knockout ou mutagénisés dans la fonction de l'homme. Alors, ça peut être important, et je le dis pour les personnes qui s'intéressent. Moi, je voulais rajouter 2 diapositives tout à l'heure. On dirait que vous avez déjà vu assez de diapositives comme ça, probablement. Mais pour les gens qui s'intéressent à la maladie de Crohn, la maladie de Crohn est une maladie de plus en plus fréquente dans nos pays, soit industrialisés, soit en émergence industrielle. Il y a d'ailleurs un gradient nord-sud très net. Plus l'hygiène s'installe, plus il y a de maladies de Crohn, pour des raisons encore mal connues, mais qui méritent vraiment d'être étudiées, y compris, je pense que les travaux qui se font ici sont importants, parce que c'est vraiment dans une période de transition où les changements de flore probablement sont en train de s'effectuer, et elles ont probablement un rôle important. Et ce qui avait été montré sur ce qu'on appelle les genome-wide studies en 2000 par un groupe à Paris, Gilles Thomas, et par un groupe au Japon, le groupe de Ogura, c'est que dans les formes familiales de maladie de Crohn, il y en a, dans un grand nombre de cas, il y avait une mutation dans le gène NOT2. Et à cette époque, en fait, on s'est retrouvé avec cette observation d'un côté, et nous qui commencions à travailler sur NOT2 comme censeur du peptidoglycane, et on s'est aperçu, on avait publié ça rapidement, que en fait, ces mutations étaient des mutations perte de fonction, c'est-à-dire que ces cellules de ces individus ne répondaient plus au peptidoglycane, et en particulier au muramyl dipeptide. Et au fond, l'histoire s'est développée à ce moment-là et a calé un petit peu après parce que c'était extrêmement difficile de faire du sens, parce qu'au fond, NOT2, c'est un système pro-inflammatoire par sensing du peptidoglycane. Et comment se fait-il que des individus qui ont une cassure dans cette voie de signalisation fassent plus d'inflammation que des individus qui n'ont pas cette mutation? Et donc là, il y avait un peu d'incertitude, alors on s'en tirait toujours en disant que c'est une dysrégulation, que c'est des boucles, que c'est compliqué, que quand on appuie d'un côté, ça monte de l'autre, et ainsi de suite, comme le microphone. Et donc, on en était finalement là, jusqu'à ce travail finalement qu'on vient de faire, et qui me semble peut-être éclairer les choses sous un angle un petit peu différent, et à mon avis quand même intéressant. Et je